Attention, information importante. Comme chaque année, je serai au Salon du Livre d'Histoire de Versailles les samedis 22 et dimanche 23 novembre pour interviewer 12 auteurs et pourquoi pas vous rencontrer finalement. Ce festival 100% Histoire, c'est à l'Hôtel de Ville de Versailles, entre autres, de 14h à 18h30. Venez rencontrer les auteurs et pourquoi pas préparer vos cadeaux de Noël, puis aussi vous faire plaisir évidemment. Bon à savoir, l'entrée au Festival Histoire de Lire nécessite la réservation en ligne de votre billet. On se retrouve là-bas, salut. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Dans les registres, on lit des expressions comme « corrumpere puellam virginem », corrompre une jeune fille vierge. La virginité est un capital symbolique. Elle a une valeur économique, religieuse et morale. Sa perte, même par la violence, entache toute la famille. C'est pour ça que certaines affaires se terminent par un mariage. Le coupable épouse sa victime et du coup, l'honneur est restauré. Ce qui nous choque aujourd'hui était perçu à l'époque comme une réparation. Le mariage efface le crime parce qu'il transforme l'acte en union légitime. Comme l'enfant violé devient épouse, la société retrouve son équilibre, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Merci beaucoup. Mais ce mécanisme révèle aussi l'absence totale de parole féminine. Les filles n'existent comme objet que comme objet de l'échange, jamais comme sujet de droit. Elles passent du père au mari, du tuteur au juge, sans jamais disposer d'elles-mêmes. Le viol n'est pas une blessure intérieure, mais bien un désordre extérieur. Ce qu'importe, c'est pas la douleur, c'est la souillure du corps social, pas du corps personnel. Voyez. À Bologne, tous les enfants d'ailleurs ne se valent pas. La justice distingue selon le sexe, on vient de le voir, mais aussi selon le statut. Les enfants citoyens, fils et filles de familles reconnues, bénéficient bien sûr d'une protection plus grande que les enfants de serviteurs, d'étrangers ou alors pire, d'esclaves. Un viol commis sur un petit citoyen, alors là c'est un affront à la cité elle-même. Sur un esclave, une faute moindre. Le droit médiéval est fidèle à la logique des ordres et il ne connaît pas l'égalité des victimes. Les registres mentionnent aussi des cas de jeunes domestiques qui ont été abusés par leur maître. Ces affaires sont rares, non pas parce qu'elles étaient exceptionnelles, mais parce que tout simplement elles ne remontaient pas toujours jusqu'au tribunal. Le rapport, vous vous souvenez ce que j'ai dit, de dépendance rendait la plainte presque impossible. Le maître possédait non seulement le travail, mais aussi le corps de son serviteur. Et quand bien même le crime était dénoncé, la parole du domestique valait moins que celle du citoyen. Donc de toute façon, il était échec et mat, si j'ose dire. Du coup, derrière la sévérité affichée des juges, persiste une inégalité extrêmement profonde. La justice protège l'enfance, mais pas non plus toutes les enfances. Elle défend la pureté des lignées, mais pas la vulnérabilité des individus. Dans certaines affaires, vous avez le notaire qui note, c'est le cas de le dire, une phrase. L'enfant ne comprenait pas ce qu'elle avait subi. Ça, c'est une mention rare, qui est bouleversante, c'est vrai, mais qui dit tout du décalage entre l'expérience et la loi. Le juge constate l'acte, mais il ne s'interroge pas sur le traumatisme. La psychologie de l'enfance n'existe évidemment pas encore. D'ailleurs, le mot psychologie n'existe pas encore. Ce que l'enfant ressent n'intéresse absolument pas la procédure. Seul compte la matérialité du crime. Et pourtant, à travers les mots des notaires, on devine parfois une émotion contenue. Le soin mis à décrire les blessures, la précision des âges, la mention des pleurs, tout ça suggère une conscience quand même diffuse, certes, mais réelle, de la gravité du geste. La justice médiévale, sans le savoir, invente un langage du corps souffrant. Elle ne parle pas encore de victime, mais elle en écrit déjà la trace. Il faut imaginer ces hommes, plume à la main, dans les salles immenses du Palazzo del Podesta. Le notaire, figure centrale de la justice bolognaise, est à la fois le greffier, l'enquêteur, l'écrivain. C'est lui qui choisit les mots, les formules, le ton. Sa langue est codifiée, mais sa sensibilité transparaît. Certains notaires, on le sent, écrivent avec froideur, d'autres avec une pudeur retenue. Dans les procès de viol d'enfants, la tension est perceptible. Il faut dire l'indicible sans trahir la décence. L'écriture devient un exercice moral. Dire le corps, mais pas le profaner. Nommer le crime, mais pas en faire un spectacle. Les notaires médiévaux, par leur style, produisent une première forme de discours sur la pédocriminalité. Ils fixent dans le texte une réalité que la société peine à regarder. Leur écriture, à sa manière, c'est un peu une forme de justice.
Et la sentence au Moyen-Âge, encore une fois, je vous l'ai dit, ne cherche pas à réparer, elle va purifier. Le coupable doit payer, mais ici-bas, pour éviter la damnation éternelle. La justice humaine doit préparer la justice divine. Et dans cette logique, le bourreau est un instrument du salut. En infligeant la peine, il expie pour la communauté. Les exécutions publiques, qui sont pour nous si choquantes, sont perçues comme des cérémonies de purification. Il ne faut pas se leurrer, les exécutions publiques, en France par exemple, ont continué jusqu'à extrêmement tard. La guillotine par exemple, je parle du XXe siècle, a été publique jusque, je crois, un petit peu après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça a duré extrêmement longtemps. On est dans le même esprit. De purification globale, d'expier pour la communauté, etc. Les exécutions publiques vraiment sont des purifications. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. L'enfant violé n'est d'ailleurs pas présent. Il a disparu du récit, mais son corps a quand même servi de théâtre à une rédemption collective. Le mal a été nommé, jugé et extirpé. La justice bolognaise ne connaît pas donc la compassion judiciaire, elle punit pour l'exemple, pas pour consoler. Donc ça fait 14 fois que je le dis, je pense qu'au bout d'un moment vous allez finir par le comprendre, mais c'est une autre conception quand même de la logique de la justice que la nôtre. C'est pour ça que c'est important d'y revenir souvent, parce que il faut vraiment s'imprégner de ça. Et chaque crime, il faut le savoir, rompt une harmonie, chaque peine la restaure. La souffrance de l'enfant, si elle émeut, reste seconde par rapport à la faute de l'adulte. Le coupable, plus que la victime, concentre l'attention morale, c'est lui qu'il faut redresser, purifier et condamner. Et pourtant, par ce renversement, la société reconnaît implicitement la gravité du viol. Elle en fait un crime majeur. Ça, c'est important. Et en faisant ça, elle ouvre sans le savoir la voie à une prise de conscience future, celle qui va faire passer la protection de l'ordre à la protection des victimes. C'est là que les historiens révèlent un paradoxe qui traverse les siècles. Le Moyen-Âge punit plus sévèrement le viol d'enfants que bien des époques modernes, mais il le fait pour des raisons inverses. Là où notre société condamne au nom du traumatisme, la leur condamne au nom du désordre. Là où on parle d'abus de pouvoir, le Moyen-Âge parle de péché contre la nature. Mais le résultat, quand même, parfois se rejoint. La réprobation est absolue. Dans cette rigueur morale, il y a quelque chose de profondément humain. La société médiévale ne comprend pas encore l'enfant comme sujet de droit, mais elle pressent confusément que sa blessure touche à l'essence même du monde. Le viol d'un enfant dans une ville chrétienne du XIVe siècle n'est pas seulement un crime, c'est une fissure dans l'ordre divin. Et c'est cette intuition plus religieuse que juridique qui fonde la force de sa condamnation. Mais cette mécanique judiciaire, aussi précise soit-elle, ne dit encore rien de ce qu'éprouvaient les enfants eux-mêmes. Leur souffrance, leur silence, leur effacement ne se lisent qu'entre les lignes, et c'est maintenant à eux que je vais donner la place, les victimes, leurs traces, leurs ombres, pour terminer cette émission, ce qui reste de leur voix 6 siècles plus tard, non pas dans les mots des juges, mais justement dans les silences des registres. Quand on ouvre encore une fois les Libri Maleficiorum de Bologne, le premier choc n'est pas la violence des faits, mais l'absence des voix, l'absence des émotions, l'absence de tout ce qui ferait exister l'enfant autrement que comme une preuve. Le notaire ne décrit pas la peur, il ne note pas les larmes, il n'évoque pas le silence qui suit. Il écrit « Item, l'enfant a été trouvé blessé entre les jambes ». Rien d'autre. Pas un mot sur le regard, pas une trace du souffle. La société médiévale punit, condamne, mais ne raconte jamais. Les victimes, même les plus jeunes, ne sont pas des personnes à part entière. Elles sont des corps, des indices, des instruments de vérité. Et pourtant, à travers la sécheresse du texte, l'historien peut percevoir l'ombre d'une humanité blessée. C'est à ce travail de lecture entre les lignes qu'on a l'un des aspects les plus bouleversants de ce travail, c'est-à-dire retrouver l'enfant en fait dans la langue de la loi. Je l'ai dit tout à l'heure, la parole de l'enfant, comme elle n'a pas de valeur juridique, les tribunaux bolonais, qui sont héritiers du droit romain, considèrent qu'avant 7 ans, un être n'est pas capable de raison. Entre 7 et 14 ans, à la limite, il peut être entendu, mais sa parole reste extrêmement suspecte, trop influençable, trop changeante.
Au-delà, il devient presque adulte. Bon. Ainsi, les victimes de viol, souvent âgées quand même de 5, 6 ou 8 ans, ne témoignent jamais. Elles sont représentées par leur père, leur tuteur, parfois leur mère. C'est l'adulte qui parle pour elles, qui raconte leur souffrance à la première personne du pluriel. L'enfant est littéralement parlé. Cette substitution efface sa subjectivité. Le procès devient une affaire d'honneur familial et pas de traumatisme individuel. Le père demande réparation non pas pour la douleur de sa fille, mais pour l'injure faite à son sang. La mère se tait parce que son rôle en plus n'est pas reconnu. Et l'enfant, alors là, au centre de tout, disparaît avec le langage des grands. Mais attention, cette disparition n'est pas non plus un oubli, elle est structurelle. Je crois que vous l'avez compris. Dans une société où l'enfant appartient à son lignage, il ne peut encore exister comme sujet autonome. Donc si la parole manque, le corps parle. La justice médiévale lit la chair comme un texte. Les juges, les médecins, les matrones qui sont convoqués examinent les blessures, évaluent les traces, ils cherchent des signes, des rougeurs, des saignements, des déchirures. L'enfant devient objet d'expertise. Et c'est une attention qui peut surprendre finalement parce qu'on pourrait croire que le Moyen-Âge ignore la médecine légale. Mais en fait, il la pratique déjà sous une forme rudimentaire. La preuve corporelle qu'on appelle visum corporis consiste à faire constater par témoin la réalité de la pénétration. Dans le cas d'une fille, on parle de corruption. Dans celui d'un garçon, d'œuvre contre nature, je pense que vous avez compris. Le vocabulaire diffère, la logique reste la même, le corps est l'évidence du crime. Mais à travers cette procédure, quelque chose d'ambigu est en train de se jouer et le corps de l'enfant violé devient le lieu de la vérité. Il cesse d'être un corps innocent pour devenir un objet judiciaire. La chair devient donc une archive. Et c'est cette transformation qui produit l'effacement. Plus le corps est observé, finalement, moins la personne existe. C'est assez curieux. Et en lisant ces dossiers, on peut reconstituer des fragments de vie. Une fillette de 6 ans violée dans une ruelle. Un apprenti de 10 ans abusé par un compagnon. Un garçon de 9 ans corrompu par un voisin. Aucun récit continu. Seulement des annotations. Mais ces miettes suffisent pour imaginer le tissu social dans lequel ces drames se produisent. Les enfants concernés appartiennent presque toujours aux classes populaires. Les riches, évidemment, protègent leurs secrets. Ils règlent les affaires dans le silence des maisons. Ce sont les pauvres, les apprentis, les enfants des servantes qui apparaissent dans les registres, parce que leur vie est publique, parce que leurs maîtres n'ont pas les moyens de cacher le scandale. Ces enfants vivent dans des rues étroites, jouent près des ateliers, dorment parfois dans les mêmes pièces que les adultes, c'est pas parfois d'ailleurs, c'est toujours. Leur vulnérabilité est quotidienne, il faut savoir que toute la famille dort dans le même lit à cette époque-là. La promiscuité, la pauvreté, la confiance naïve aussi qu'on accorde à l'entourage, tout concourt à l'exposition du corps. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.